Bonjour professeur Hermine, on est à San Diego au 66e congrès de l'ASH aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir sur les communications les plus notables dans la mastocytose et notamment on va commencer avec la partie diagnostique. Donc il y avait une belle présentation sur le diagnostic des mastocytoses qui porte habituellement le diagnostic sur une biopsie ostéomédulaire pour montrer l'infiltration des mastocytes ou une biopsie d'un organe quand il est atteint. Et puis il y a des critères mineurs qui sont la mutation de KIT D816V qu'on retrouve en biologie moléculaire dans le tissu qui est atteint et puis le fait que les mastocytes soient anormaux et notamment qu'ils expriment le CD2 et le CD25 et qu'il y ait une élévation de la tryptase. Parfois, on ne peut pas faire la biopsie médulaire parce que c'est des patients qui ont des formes indolentes et on se dit peut-être que dans le sang, avec une technique très sensible qui est la digital PCR, on pourrait faire le diagnostic sans avoir besoin de faire la moelle. Et en fait, cette étude elle montre qu'il y a presque 15% des patients qui ont des vraies mastocytoses. On ne trouve pas la mutation dans le sang en digital PCR. Par contre, quand on fait la moelle de ces patients, on la retrouve. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, malgré cette technique hypersensible, on ne veut pas se passer de la moelle pour faire le diagnostic de façon certaine. En tout cas, si c'est négatif, on ne peut pas dire il n'y a pas de mastocytose, il faut faire la moelle. Si c'est positif, en fonction des autres critères, on peut éventuellement s'en passer. Concernant l'avapritinib et son effet sur l'ostéoporose dans la mastocytose, est-ce que vous pouvez résumer cette communication de l'ASH ? Alors dans les mastocytoses, l'ostéoporose est un événement extrêmement fréquent qui n'est pas considéré comme un événement d'agressivité. Alors parfois il peut se compliquer de tassement et de complications neurologiques qui peuvent être très handicapantes pour les patients. Et ce qu'on fait dans les formes en tout cas indolentes de mastocytose, c'est qu'on traite l'ostéoporose par des biphosphonates et dans les formes agressives, on traite la maladie. Mais on n'avait pas de preuve que traiter la maladie, ça allait améliorer de façon significative l'ostéoporose. Donc dans une étude qui était très bien faite à la SH, ils ont pris des patients qui avaient des formes agressives de maladie et montré qu'il y avait une ostéoporose chez un nombre important de ces patients, mais qu'il n'y avait pas de corrélation entre l'infiltration, la charge allélique de KIT 816 et la tryptase. Ils ont traité ces patients avec l'avapritinib et ils ont montré que de façon très significative, il y a une amélioration de la densité osseuse simplement avec un traitement qui vise à bloquer l'activation et la charge mastocytaire. Et là, ils ont regardé les corrélations et effectivement, il y avait une corrélation entre la diminution de l'infiltration mastocytaire, de KIT 816 dans le sang et de la tryptase. Et donc la conclusion de ce papier, c'est que des patients, même avec des formes indolentes et une ostéoporose, peut-être qu'il faudrait les traiter par un inhibiteur de KIT 816 pour améliorer l'ostéoporose et éviter les accidents de tassements vertébraux et de fractures chez ces malades. Concernant les mastocytoses agressives, quelles sont les communications que vous avez retenues ? Alors dans la mastocytose agressive, on a essayé de faire des scores pronostiques basés sur les cytopénies, sur l'atteinte osseuse et aussi ce qu'on appelle le score de Mars, qui était ajusté sur des mutations moléculaires et en particulier 3 mutations, ce qu'on appelle SRSF2, ASANX1 et RUNX1, qui sont associées à un mauvais pronostic. Mais toutes ces études avaient été faites chez des patients qui n'avaient pas reçu d'inhibiteurs de tyrosine kinase. Donc à la SH, ils ont refait l'étude chez des patients traités par inhibiteur de tyrosine kinase et ils confirment que finalement ces scores gardent leur validité et on a des sous-groupes de patients avec les traitements par inhibiteur de tyrosine kinase, eh bien, les groupes favorables, ils ont une médiane de survie à 12 ans, voire plus, et ceux qui ont des groupes très défavorables à 1 an. Donc ce score reste important pour les futurs essais pour voir est-ce qu'on améliore ou pas le pronostic des patients avec les nouveaux traitements qui arriveront et les nouvelles combinaisons. Concernant donc l'utilisation de la midostaurin et de l'avapritinib, donc des nouvelles études de vie réelle montrent donc l'importance de l'avapritinib et son efficacité, y compris en première ligne. Alors dans la mastocytose agressive, il y a deux traitements qui sont enregistrés. Il y a la midostaurin en première ligne et en cas d'échec ou d'intolérance, il y a l'avapritinib. Mais en vraie vie, il y a des patients qui ont eu les traitements en première ligne et il n'y a jamais eu d'étude randomisée pour comparer l'un par rapport à l'autre, voire au best supportive care. Et en fait, dans cette étude rétrospective du registre allemand, en fait, il montre clairement qu'en première ligne, l'avapritinib fait mieux que la midostaurin, avec des taux de survie qui sont assez impressionnants. Et puis de l'autre côté, en deuxième ligne, eh bien, ça fait mieux que le best supportive care, et voire mieux aussi que la midostaurin. Donc vraiment, aujourd'hui, l'avapritinib doit être le traitement de première ligne, avec même pour des patients qui avaient des facteurs de mauvais pronostic, des survies très longues à 41 mois versus quelques mois seulement avec la midostaurin. Concernant votre présentation orale sur le Vexas, avec la découverte de l'érythroblastopénie associée et sa potentielle qualification en ribosomopathie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors le Vexas, c'est une maladie récente qui a été publiée en 2020 dans le New England par l'équipe de Beck et de Grayson à ONH, où en fait ils ont séquencé de façon systématique des patients qui avaient des manifestations inflammatoires et des cytopénies.
Et en fait, ils sont tombés sur une mutation qu'on appelle UBA1, qui est une enzyme extrêmement importante c'est la première enzyme de l'ubiquination des protéines et ça joue un rôle important dans la dégradation, l'activation, la migration intracellulaire de beaucoup de phénomènes cellulaires. Et dans cette maladie, ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'il y avait une anémie macrocytaire avec des vacuoles, pour le V d'ailleurs, du VEXAS, et on pensait que l'anomalie d'ubiquination allait entraîner des globules rouges pathologiques. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que quand on voit les manifestations cliniques inflammatoires de la maladie, elles ressemblent un peu à ce qu'on peut voir avec les agglutinines froides, localisation dans le nez, dans les oreilles, dans la peau, et on s'est dit peut-être que c'est des globules rouges pathologiques et quand ils vont se faire phagocyter dans ces tissus, eh bien, comme il y a un défaut de dégradation des protéines, ça va déclencher une inflammation. Et donc on a regardé les globules rouges de ces patients et on a fait plein de tests pour voir s'il y avait des fonctions normales, d'élongation, métaboliques, s'il y avait des mitochondries à l'intérieur, parce qu'on sait que c'est associé à des maladies inflammatoires, comme dans le lupus par exemple. On a regardé aussi la protéomique et on n'a vu aucune différence entre des globules rouges de patients du même âge et les patients VEXAS. Évidemment, on a regardé le taux d'ubiquination global. Il n'y avait pas de différence non plus, ce qui laissait suggérer que finalement, ces globules rouges étaient normaux. Et donc on s'est dit pourquoi ils sont normaux, mis à part une petite élévation de l'hémoglobine fétale, peut-être que l'érythropoïèse du VEXAS était ineffective, ce qui veut dire qu'elle n'était pas capable de donner des globules rouges matures, mais que ces globules rouges, ces progéniteurs vacuolés étaient peut-être les précurseurs en fait, de globules rouges qui n'étaient pas capables de sortir de la moelle. Deuxième hypothèse, c'est que c'était une érythropoïèse complètement défective, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien du clone VEXAS. Et donc on a regardé les CD34 de patients, on les a fait pousser in vitro en présence de PO et on était incapable de détecter la mutation en culture chez ces patients en prenant les moelles des patients, en triant les érythroblastes matures, immatures versus les cellules myéloïdes. On trouvait la mutation dans 50 à 60% des cellules myéloïdes et jamais dans la lignée érythroïde. Ce qui voulait dire que finalement il y avait une érythroblastopénie associée à la présence du BEIN. Et donc pour aller plus loin dans la mécanistique, en fait on a montré que la P53 était hyper exprimée parce qu'elle est sans doute hyper ubiquitinylée, qu'elle était fonctionnelle et qu'elle activait des gènes comme la P21 ou même MDM2 qui sert à sa dégradation mais n'était pas dégradée. Et c'est là qu'on s'est posé la question pourquoi. Et on a regardé la biogénèse des ribosomes, comme dans le Black-Fan, et en fait elle était franchement pathologique et sans doute qu'elle inhibe aussi MDM2, ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de P53 et que les érythroblastes ne peuvent pas survivre. Alors ce qui était important, c'est qu'en culture, en fonction de ce qu'il y a d'associé, s'il y a des clones de myodysplasie qui sont en général sélectionnés par l'inflammation, eh bien s'ils sont très pathologiques, il n'y a pas d'érythropoïèse résiduelle et les patients sont très anémiques. Par contre, s'il y a des clones normaux, souvent, ils n'ont pas d'anémie ou elle est très modérée. Donc en fait, le VEXAS, c'est une double mosaïque, en fait, avec des clones d'érythroblastopénie VEXAS, on va dire, et des clones normaux et des clones pathologiques d'hématopoïèse clonale. Et le mélange des trois va donner le degré d'anémie de ces patients. D'accord, donc une nouvelle façon de voir l'anémie dans le VEXAS. Merci beaucoup de votre temps et de votre expertise sur ce sujet. Merci beaucoup.